Nous ne considérons pas le refus obstiné de M. Tshisekedi Félix à convoquer un dialogue politique inclusif avec l'ensemble des forces vives et des acteurs armés comme un acte de patriotisme. Mais par contre, c'est une erreur grave qui caractérise une stratégie cynique consistant à conserver le pouvoir au-delà de son second et dernier mandat par un glissement à défaut d'un troisième mandat difficile à obtenir par le changement de la Constitution. Nous sommes convaincus que, mis par la peur de quitter le pouvoir en 2028, Tshisekedi laisse délibérément la guerre se poursuivre pour justifier un glissement anticonstitutionnel au-delà du délai prévu par cette dernière. Malheureusement, ces calculs politiques machiavéliques sont mis en place sans la moindre compassion pour nos compatriotes dans l'Est et au mépris total des vies humaines qui tombent chaque jour qui passe. C'est ainsi que nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi nous demandons aux Quinoises et Quinois de se mobiliser et de répondre massivement à la marche pacifique que nous projetons pour le lundi 15 décembre 2025. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix. Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme et lutter contre l'inégalité des chances, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales.
Dans son allocution d'ouverture, le vice-premier ministre a appelé à replacer la bonne gouvernance au cœur de la prévention et à transformer les provinces fragilisées en espaces de résilience et de paix durable, tout en rappelant que conformément à la bonne gouvernance sécuritaire. Si je lance aujourd'hui un appel solennel aux gouverneurs de province ici présents. Renforcez vos administrations. Écoutez davantage vos populations. Investissez dans la cohésion de nos communautés. Aux ministres provinciaux, soyez les architectes de la stabilité et du développement local. À nos partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux acteurs du secteur privé, continuons à bâtir des solutions durables, contextualisées et congolaises. Aux acteurs de la société civile, à nos communautés et à notre jeunesse, développer la résilience et ne céder ni à la peur ni à la haine. La sécurité est une affaire de tous et la paix se construit à plusieurs, ensemble, avec toutes les composantes de notre société. Organisé du 3 au 6 novembre sous le leadership du gouvernement central en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement et le secrétariat national pour le renforcement des capacités, ces assises qui concernent 11 provinces ont pour objectif de mobiliser les acteurs nationaux et provinciaux, les partenaires techniques, financiers, ainsi que les autres parties prenantes du développement autour d'une compréhension partagée des causes de l'extrémisme violent, afin de construire des réponses axées sur la bonne gouvernance, la cohésion sociale et la sécurité humaine, dans le but de prévenir durablement ces phénomènes. Au centre des discussions figure l'état des relations bilatérales, la question migratoire, les investissements britanniques en RDC, ainsi que les défis environnementaux et énergétiques. Ces entretiens ont permis de passer en revue les axes de collaboration entre Kinshasa et Londres, avec pour objectif de consolider la coopération politique, économique et humanitaire. David Lamy a insisté sur l'importance du respect de la souveraineté nationale et a réaffirmé les soutiens constants du Royaume-Uni à la RDC dans ses efforts de développement et de stabilité. Le vice-premier ministre britannique a aussi précisé les domaines d'intervention de Londres, notamment l'aide humanitaire, tout en saluant l'accueil réservé à la duchesse Edmure à Sophie Rhys-Jones lors de la récente visite en RDC. Cette visite, a-t-il souligné, témoigne de la dynamique positive de relations entre les deux pays. Cette rencontre à Londres s'inscrit dans la continuité des échanges initiés lors de la COP29 à Bakou, où le Royaume-Uni, alors par la voix de David Lamy, ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique, avait exprimé son appui à la position congolaise. Les deux parties ont ainsi réaffirmé leur volonté commune d'intensifier leur coopération tant sur les enjeux religieux qu'internationaux, marquant une nouvelle étape dans les relations entre Kinshasa et Londres. On a aussi fait le point sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit, comme vous le savez, au niveau de la province du Kasaï, dans la zone de santé de Boulapé. Donc les statistiques n'ont pas changé, c'est toujours 53 cas qui ont été confirmés avec 34 décès et 11 cas probables. Et nous sommes à J-28, donc le décompte pour la déclaration de la fin de cette épidémie. Mais nous avons les équipes au niveau de l'INSP et du COUSP avec toutes les parties prenantes, travailler sur l'élaboration du plan de résilience, le plan de 90 jours qui a été élaboré
parce qu'après déclaration de la fin de l'épidémie, nous devons nous rassurer qu'il y a un mécanisme en place pour renforcer le système de santé durant les 90 jours et même au-delà de ces 90 jours. Donc, le plan a été élaboré, il se chiffre autour de 17 millions et qui prend en compte non seulement la province du Kasaï, mais aussi les autres provinces qui sont en préparation autour de la province du Kasaï. Et là aussi, il a été noté qu'il faut qu'on renforce la surveillance à base communautaire pour qu'on se rassure vraiment que dans la communauté, toutes les alertes qui sont remontées sont captées et qu'on mette vraiment cette surveillance au niveau des communautés pour que les communautés elles-mêmes soient alertes pour nous remonter toutes les situations qui peuvent survenir dans leur communauté. Donc, un accent a été mis pour renforcer la surveillance au niveau communautaire. Concernant l'épidémie de Mpox, la situation à la 43e semaine, on a enregistré un peu plus de 720 cas. Mais quand on compare sur les 3-4 dernières semaines, c'est une tendance toujours à la baisse qui continue à être enregistrée. Et on note aussi que même le taux de positivité autour de la semaine 43 est aussi à la baisse. Et on voit que les provinces qui sont toujours en tête pour la notification, à la 43e semaine, nous avons toujours les provinces du sud Kivu, du nord Kivu et le Sankuru. Donc on a eu à échanger sur cette situation. On a aussi vu que les vaccins sont disponibles et la vaccination continue, notamment au niveau de la province de Kinshasa, dans 3 zones de santé, Masina, Kalamu, Selembao, aussi au niveau du Sankuru, où on continue avec la vaccination contre la Mpox.